Merci à la réciproque pour cette invitation qui est voilà, un vrai plaisir pour nous. Merci aussi évidemment à l'École supérieure d'art Pays Basque, parce que c'est une opportunité aussi voilà, de mieux vous connaître. C'est toujours Et stimulant. merci à Maxime de Et nous merci à Maxime, accueillir c'est une dans place son cours. de Oui. l'incluer dans l'école, pardon Maxime. Non, c'est toujours une bonne occasion, un bel exercice que de se pencher sur une figure aussi importante et presque, voilà, presque un héros, comme c'est le cas pour William Morris. Donc de revenir sur des figures aussi célèbres. Pourquoi sont-ils si célèbres? Pourquoi sont-ils toujours aussi si influentes? Donc pour nous, théoriciens, c'est évidemment passionnant comme exercice. Et puis, je l'espère, pour vous, étudiants que je n'entends ni ne vois pour l'instant, évidemment, c'est une figure intéressante pour comprendre le lien entre les différentes disciplines, entre l'art, le design, l'architecture, la littérature, etc., etc. Et donc, voilà, je pense que vos études viennent de démarrer et c'est une figure assez incontournable et qui, je l'espère, vous emmènera comme elle nous a emmenés. Alors, cette anthologie que nous avons publiée, elle est consacrée donc au craft, elle est consacrée à l'artisanat d'art et pourtant, alors ça peut être un peu étrange d'intervenir sur William Morris parce que dans cette anthologie, on ne reproduit aucun texte de la main de William Morris lui-même. Mais les 65 textes, les 65 expériences que nous avons reproduites dans ce livre, eh bien, tous les créateurs ont finalement une dette envers lui, envers la pensée de William Morris. Et c'est pourquoi, évidemment, c'est une figure qui nous intéresse et qui nous interroge parce que c'est quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps et cette anthologie contemporaine, donc de textes qui ne sont pas si vieux que ça, eh bien, la pensée de William Morris continue de résonner et continue de résonner encore aujourd'hui, y compris en Thaïlande où vit Chloé, y compris aux Pays-Bas où je vis, donc à presque aux antipodes. Et pourtant, voilà, William Morris est toujours d'actualité. Alors pourquoi un rebelle? Pourquoi ce titre? William Morris, un rebelle et une cause. Évidemment, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à ce film qui en français avait été traduit par La Fureur de vivre, Rebel Without a Cause, un film de 1955, et on verra qui est le rebelle et quelle est la cause. Alors, on va amorcer cette conférence par le Crystal Palace. Plusieurs versions existent d'une même légende concernant le refus du jeune William Morris, qui a 17 ans à l'époque, en 1851, de rentrer avec sa famille dans le Crystal Palace, qui est le temple de la modernité absolue et de la puissance industrielle britannique. C'est là où se déroule la grande exposition universelle. Alors, la légende donc dit qu'il y a deux options. Il aurait soit préféré une balade à cheval, ce qui peut se comprendre, au lieu d'aller voir une exposition, ou il serait entré dans l'exposition finalement, mais il en serait aussitôt sorti pour aller vomir dans les buissons. Un peu choquant, mais c'est comme ça. Alors, cela étant, et on le verra avec Fabien ensuite, bouder devant l'entrée d'une exposition ne fait pas de quelqu'un un rebelle, un contestataire. Voilà, on a donc une anecdote plus ou moins de première main. Hein. Est-ce que c'est William Morris lui-même ou est-ce que ce sont d'autres qui vont raconter cette histoire? Peu importe. En tout cas, au-delà de cette simple anecdote, l'engagement de Morris tout au long de sa vie dans la défense des travailleurs, dans la défense de l'art, dans la défense de la beauté, en fait effectivement, quelques années plus tard, puisqu'il n'a que 17 ans au moment de cette grande exposition universelle à Londres, en fera quelques années donc plus tard un rebelle. Un rebelle, non pas comme Without a Cause, comme le film, mais avec une cause à défendre. Et cette cause, c'est quoi? C'est une société plus équitable et un progrès qui serait davantage axé sur le bien-être de l'humain. Alors, pour défendre cette cause, pour militer pour cette cause, eh bien, il a de la chance. Il est aidé par une fortune personnelle dont il hérite. Et cette étrange situation à la fois d'être un socialiste engagé, puisqu'il sera un socialiste de premier plan, d'être quelqu'un qui est engagé pour une société plus équitable et en même temps qui profite d'une fortune personnelle, eh bien, ça va conditionner toute sa vie, c'est-à-dire une vie pétrie de paradoxes. C'est un décorateur de luxe
qui est heureux en affaires, hein, c'est un entrepreneur. C'est un personnage qui donc milite à la fois pour les travailleurs, pour les ouvriers, et qui dans le même temps eh bien, travaille exclusivement pour une clientèle aisée, c'est-à-dire la grande bourgeoisie victorienne, dont il rêvait en socialiste, hein, de renverser les valeurs et les privilèges. Alors, cette introduction qui sera un tout petit peu longue avant d'entamer finalement 3 points relativement courts pour essayer de comprendre ce que sont les arts and crafts et ce qu'a été le parcours de William Morris. Cette introduction, elle commence par un portrait que l'on va brosser à grands traits, hein, très, très rapidement. Alors, William Morris, c'est ce qu'on peut appeler un homme complet, un véritable polymathe, aussi bien savant que praticien. Il appartient à ce genre de figure fulgurante dans le prolongement des grands esprits universels, comme un Léonard de Vinci, par exemple. En effet, Maurice est architecte, artisan, dessinateur, auteur, entrepreneur, militant socialiste de premier plan, on l'a vu avec Fabien, éditeur et imprimeur, poète et même traducteur du vieil islandais. Donc une figure extrêmement complète, un vrai érudit, mais aussi quelqu'un qui n'est pas dans sa tour d'ivoire, quelqu'un qui est impliqué dans sa société, qui est impliqué dans voilà, un combat. Alors, si on devait comme ça essayer de chercher une figure sinon équivalente, j'ai oublié de passer quelques images du fameux Crystal Palace, excusez-moi, on est à l'intérieur de cette immense serre qui est la vitrine du progrès de l'industrie britannique. Si on devait, voilà, ça c'est la bonne diapositive, si on devait trouver un équivalent, ou en tout cas une comparaison avec une figure française comparable à un William Morris, on pourrait se tourner vers Émile Gallé. Émile Gallé, c'est un contemporain de William Morris, hein, qui vit à Nancy. C'est un industriel, c'est un maître verrier, c'est également un ébéniste, c'est un céramiste, c'est quelqu'un qui sera également très engagé politiquement, qui sera un Dreyfusard, on est en plein dans l'affaire Dreyfus, c'est un pacifiste, c'est un anticolonialiste, et c'est également un botaniste, un sujet qu'il partage d'ailleurs avec William Morris, hein, qui va également militer contre la pollution des rivières. Et bien Gallé s'engage également dans la défense de la flore en Alsace. Ce personnage, Émile Gallé, sera évidemment une des figures majeures de l'Art Nouveau, tout comme Maurice sera une des figures majeures, puisque fondateur des Arts and Crafts. Dans les deux cas, on a une vie relativement courte, mais d'une densité extrême et qui associe systématiquement art et engagement. Alors, pour continuer dans non pas dans cette comparaison, mais dans ce portrait consacré à William Morris que l'on va brosser donc à grands traits, il y a deux rencontres décisives dans la vie de William Morris. Il rencontre, voilà, il y a vraiment deux rencontres, deux personnages essentiels dans sa vie qui vont changer sa vie. Le premier, c'est Edward Burne-Jones. Edward Burne-Jones, il lui doit sa vocation. Alors, il n'est pas ici sur l'image. Je reviendrai plus tard sur ce slide. Edward Burne-Jones, il lui doit sa vocation. C'est quelqu'un qu'il va rencontrer à Exeter, c'est-à-dire à Exeter College, un des établissements de l'université d'Oxford. Et c'est avec Burne-Jones, vraiment un de ses meilleurs amis, dirons-nous, qu'il va 2 ans plus tard, donc en 1855, visiter les grandes cathédrales gothiques du nord de la France. Et ce voyage qu'ils font tous les deux, eh bien, va être un véritable voyage initiatique. C'est-à-dire que à partir de là, Maurice décide qu'il sera architecte, hein, qu'il deviendra architecte dans le style néo-gothique. Et Burne-Jones, de son côté, eh bien, sera peintre sous le patronage de Gabriel Dante Rossetti, que l'on voit à droite sur le portrait, sur la photo en noir et blanc. Et c'est par Burne-Jones que William Morris rencontrera sa femme, Jane Burdon, hein, qui deviendra Jane Morris, qui est une des figures, qui est une des muses du groupe des pré-raphaélites, auquel appartient évidemment Burne-Jones. C'est ce petit groupe-là d'amis, ce petit groupe-là de pré-raphaélites, ce petit groupe d'architectes qui vont fonder une firme, une compagnie, ça c'est le terme anglais, une entreprise
dirons-nous, en tout cas un commerce, voilà, un commerce, une agence de design, on pourrait dire aujourd'hui, en 1861, que l'on appelle Maurice Marshall Faulkner et and Company, donc en 1861. Je reviens un tout petit peu en arrière pour voir qui est la personne qui tient le bras de Dante Rossetti, donc sur la gauche. C'est la deuxième grande rencontre de Maurice, c'est John Ruskin. John Ruskin, c'est un écrivain, c'est un poète, c'est un peintre, c'est un critique d'art britannique, et c'est quelqu'un qui va transmettre, qui va transmettre l'engagement, le goût de l'engagement à Maurice. C'est-à-dire que c'est à Ruskin que Maurice doit son engagement socialiste. Ruskin, la manière dont il pense et qu'il va finalement transmettre à ses disciples, en tout cas au moins à Maurice, la manière dont il pense, il relie systématiquement œuvres d'art, objets, architecture, donc l'art au sens très large, et la société qui porte cet art. Il adresse une critique extrêmement virulente à l'encontre de l'industrie et des nouvelles valeurs de la société victorienne, c'est-à-dire l'argent, le progrès, l'industrie, tout ce qui tout d'un coup est élevé au rang de veau d'or. Et pour prendre le contre-pied de tout cela, eh bien Ruskin érige en modèle de résistance un âge d'or qui serait le Moyen Âge, un Moyen Âge où c'est là que nous allons trouver, c'est là que tout le monde pourra trouver le bonheur. Un bonheur que la société victorienne, et le Crystal Palace on y reviendra plus tard, en est la preuve, une époque qui ne parvient pas, contrairement à ce qu'elle avance, qui ne parvient pas à satisfaire cette quête de bonheur. Alors, le contexte des Arts and Crafts est celui-ci, donc vous aurez compris donc, les deux figures extrêmement importantes pour Maurice et le contexte lui-même des Arts and Crafts. On a tendance à vouloir faire des Arts and Crafts une réaction à l'encontre de la grande ville, une réaction face à la laideur de l'industrie, face à ces villes qui se transforment en gigantesques industries extrêmement polluées. En réalité, les Arts and Crafts, c'est une réaction vis-à-vis de ce qu'on appelle l'éclectisme historique, c'est-à-dire que les Arts and Crafts se placent dans le prolongement du Gothic Revival. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gothic Revival? En fait, c'est un engouement pour le néo-gothique qui, tout d'un coup, associe une forme de rigueur morale et l'art. Finalement, c'est une manière de revisiter une sorte de morale chrétienne par le prisme de l'art. Alors c'est quelque chose qui va être célébré du côté de l'architecture par Pugin, qui est l'architecte du Parlement de Londres, et également par John Ruskin dans un célèbre texte qui s'appelle La nature du gothique dans les pierres de Venise. Chez nous, en France, ce néo-gothique, cette manière de revisiter le gothique, eh bien, c'est quelque chose qui s'incarne avec quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler, qui est Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, c'est lui l'auteur de la flèche de Notre-Dame qui s'est effondrée au moment de l'incendie. On lui doit également la restauration de la cité de Carcassonne. Tout à l'heure, j'ai prononcé un mot, l'éclectisme. On peut également parler d'historicisme hétéroclite, une sorte de grand bazar des styles. Et c'est ça, précisément, envers quoi les Arts and Crafts s'opposent. Et lorsque l'on parle d'éclectisme historique, on a souvent recours à une citation que l'on va pouvoir lire ensemble, une citation d'Alfred de Musset, c'est un passage des Confessions d'un enfant du siècle. Musset écrit « Nous avons de tous les siècles, hors d'une autre, c'est-à-dire à l'exception d'une autre, chose qui n'a jamais été vue à une autre époque. L'éclectisme est notre goût. Nous prenons tout ce que nous trouvons, ceci pour sa beauté, ceci pour sa commodité, sa fonctionnalité, telle autre chose pour son antiquité, telle autre pour sa laideur même. On voit là peut-être poindre un certain goût pour le kitsch. En sorte, écrit Musset, que nous ne vivons que de débris, comme si la fin du monde était proche. Alors dans cette citation de Musset, on voit bien à quel point il y a un grand bazar des styles. On va prendre
de l'antique, on va prendre de la Renaissance, on va prendre du Moyen Âge, on va prendre de tous les styles. Et ce qui fait du 19e siècle finalement le siècle d'un grand bazar des styles, hein, de ce que l'on appelle l'éclectisme et ce qu'on appelle l'historicisme. Les arts and crafts refusent ce principe, ils refusent même le principe de style, et selon la manière dont il va être adapté dans différents pays, eh bien, vous allez avoir une très grande variété, hein, d'adaptations possibles. Euh, et la manière dont Maurice et ses amis vont hériter de la pensée de John Ruskin ou de Pugin, qui chantait donc le gothique, eh bien, c'est ce petit groupe-là qui va l'adapter à son époque, qui est caractérisée par quoi? La ville industrielle et sa production. Alors, un petit retour s'impose sur ce que c'est qu'une ville industrielle au XIXe siècle et ce qu'elle produit dans tous les sens du terme. Et on va prendre Londres, qui est vraiment la ville industrielle emblématique de cette période. Londres est déjà une ville immense au milieu du XIXe siècle. Et on le voit bien puisque la population croît à une vitesse absolument phénoménale. Alors que Londres comptait à peine 1 million d'habitants en 1801, elle en compte 3,8 millions 80 ans plus tard. C'est énorme. C'est une croissance en grande partie due à la migration de travailleurs venus de toute l'Angleterre et de l'Irlande. Et la capitale anglaise s'impose ainsi comme le plus grand centre industriel de l'Europe de cette époque. Mais au fur et à mesure où les techniques industrielles évoluent au cours du 19e siècle et que des machines de plus en plus efficaces et sophistiquées sont conçues, il faut de moins en moins de personnel qualifié. Tandis que la production augmente à un rythme effréné. Et les compétences et les connaissances qui étaient celles des artisans, donc de ces artisans qui étaient arrivés des campagnes dans cet exode vers Londres, se perdent en chemin et ça crée une main-d'œuvre qui est composée d'ouvriers absolument non qualifiés et extrêmement mal payés. On pense évidemment à tous ces enfants qui sont employés à l'époque, dès l'âge de 4 ans, notamment dans les mines et l'industrie textile. J'ouvre juste une parenthèse sur cette ville industrielle du 19e siècle. Aujourd'hui, pour vous, les villes, ce sont des villes où il y a des magasins et où les industries ont déserté les villes et sont aux abords des villes, voire très loin des villes. À cette époque-là, non, absolument pas. L'industrie est au cœur des villes. Donc, il faut imaginer le paysage qui en résulte. Alors, par rapport aux enfants, je reviens à ce que je vous disais, on pense évidemment à Charles Dickens, que vous connaissez tous, qui est un contemporain de William Morris, pardon, et qui dénonce dans toute son œuvre les inégalités, l'injustice, l'inhumain, et qui questionne son époque à travers justement la modernité, l'industrie et ses dérives. Donc on voit que cette problématique, elle est vraiment au cœur de ce 19e siècle, extrêmement tiraillé et tout comme Maurice, plein de paradoxes. Euh, je voulais évidemment, en pensant aux enfants ouvriers de ce 19e siècle, à ces pauvres enfants, citer Oliver Twist, qui était donc un orphelin. C'est l'histoire de cet orphelin né dans un atelier que sa mère abandonne et qui se retrouve vendu comme apprenti. Donc on voit bien les injustices que finalement le monde industriel et sa croissance, sa grande vitesse, ça fait naître dans cette ville de Londres. Alors là où l'industrialisation devait apporter du confort, la démocratie, la richesse au plus grand nombre, eh bien, on assiste à tous ces exodes dont on a déjà parlé. Et où arrivent ces gens? Eh bien, ils arrivent dans des quartiers pauvres, effroyablement insalubres, où les maladies sont nombreuses, où on trouve la prostitution. Ce sont des quartiers qui sont pollués et où il y a des catastrophes environnementales. Alors là, Fabien montre une très belle illustration de Gustave Doré, qui a passé plusieurs séjours à Londres et qui qualifiait Londres de Babylone noire. Donc je crois que c'est suffisamment parlant. Bref, donc
on trouve dans ce monde industriel du 19e siècle, d'un côté, une accumulation des richesses, grâce notamment à cette industrie en plein essor, et puis une forme d'esclavage et une perte de dignité de l'autre. On le voit bien, ce moment est donc l'acmé, l'apogée de la toute-puissance industrielle et coloniale de l'Angleterre, euh, pays de premier plan de cette mondialisation poussée à son paroxysme. On voit que tous les éléments sont réunis pour que la notion politique de classe ouvrière, et là je mets des guillemets, on met des guillemets parce que c'est vraiment une appellation, apparaisse à ce moment même où Karl Marx, au moment même où Karl Marx publie à Londres, lui aussi, son manifeste du Parti communiste en 1848. On sent bien à quel point William Morris et tout le mouvement Arts and Crafts sont en phase et en réaction, évidemment, avec ces tensions économiques et sociales qui, évidemment, sont très présentes à Londres, mais également, évidemment, dans tout le pays et dans toutes les grandes villes d'Angleterre. Ainsi, si Morris ne condamne pas explicitement la machine, eh bien, il n'admet pas que l'ouvrier soit sous sa domination. Je reviens à cette idée de la perte des savoir-faire. Et c'est là finalement la trahison, la grande trahison de l'industrie que dénoncent Ruskin et Morris, c'est-à-dire que ce progrès qui devait être célébré, qui devait être celui de la modernité britannique, grâce à l'industrie, eh bien finalement asservit l'homme, hein, le transforme en quasi-esclave, en tout cas façonne son environnement d'une manière quasi avec notamment l'illustration ici de Gustave Doré, dans une sorte d'un des cercles de l'enfer. Enfin, on est vraiment dans quelque chose d'assez apocalyptique Wow. quasiment, en tout cas dans cette représentation. Ironiquement, cette trahison de l'industrie est perceptible jusque dans la qualité de ses produits, dans ce qu'elle fabrique. Et c'est ça, finalement, le drame, toute proportion gardée, en tout cas, ce qui est perceptible dans l'exposition du Crystal Palace que l'on montrait au tout début, dans ce gigantesque palais de verre qui tranche avec l'obscurité de ces quartiers londoniens. Cette trahison-là, elle se voit dans la qualité des produits. La réponse de William Morris et des Arts and Crafts, parce qu'ils sont architectes, eh bien cette réponse, elle sera d'abord architecturale, c'est-à-dire qu'il faut retrouver à travers l'architecture, architecture intérieure, à travers la décoration, eh bien une forme de moralité. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer jusque dans les théories hygiénistes qui sont développées à cette même époque. La réponse, elle va se trouver également, par rapport donc au mensonge, hein, à cette trahison de l'industrie, elle va se trouver dans la vérité artistique. La vérité artistique à travers les matériaux, des formes, versus le mensonge, le simili, hein, l'ersatz, le faux cuir, le faux stuc, le faux marbre, le faux bois, qui sont perceptibles d'une manière assez de piètre qualité, qui sont présentés au Crystal Palace. Et puis, troisième point peut-être que l'on pourrait évoquer, contre cette Babylone noire que décrit Gustave Doré et qu'évoquait Chloé, eh bien, c'est la nature, c'est la campagne qui va être finalement le pendant et le contre-pied de tout ce phénomène. La réponse de Maurice, donc, elle est architecturale, je l'ai dit, mais elle est aussi quasi spirituelle, en tout cas philosophique. Et là, on pense de nouveau à John Ruskin. La quête du bonheur, eh bien, la quête du bonheur, elle se passe à travers, on la poursuit, hein, à travers un cadre de vie, qu'il s'agisse du travail. Il s'agit de repenser le travail, qu'il s'agit de l'espace domestique, j'ai évoqué la décoration intérieure, mais aussi des loisirs. Alors, pour résumer ce qu'on s'est dit et pour noter aussi les parallèles, les Arts and Crafts sont un mouvement essentiellement architectural, apparu au XIXe siècle, prôné par un socialiste de premier plan, William Morris, qui voue un culte au gothique qu'il considère comme une forme d'éthique. Et ce même William Morris veut démocratiser l'art et la beauté, mais il a principalement, finalement, toute sa vie, fourni la riche bourgeoisie industrielle. D'où les paradoxes
que nous avons évoquées dans cette introduction. Par conséquent, la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment, depuis ces paradoxes apparents et ces aspects quasi rétrogrades, voire d'arrière-garde, Maurice va-t-il déclencher un vaste courant de pensée qui inaugurera le design moderne, façonnera les grands mouvements réformateurs de ce domaine et nourrit encore la pensée dans les débats actuels. Autrement dit, en quoi la pensée et la pratique de Maurice résonnent-elles encore fortement aujourd'hui? En quoi cette pensée est encore d'actualité? Alors, Maurice nous offre un modèle pluriel, et c'est vraiment quelque chose qui est très actuel, dans sa capacité à penser dans un même geste la qualité de l'objet, les conditions de travail de celui qui fabrique cet objet, l'aspiration au bonheur de tous, comme l'évoquait Fabien, et puis, très important, l'impact de la production de cet objet sur la pollution des rivières et des campagnes. Il était important de faire une introduction un petit peu longue, je vous avais prévenu, parce que un peu longue parce que le personnage est complexe, parce que cette époque est complexe, parce que les arts and crafts ont eu un impact extrêmement important et qu'il est toujours important de replacer un petit peu les choses, voilà, de manière fidèle et non pas d'en faire une sorte de ni d'époque héroïque ni de caricature qui opposerait l'industrie d'un côté et je sais pas, voilà, d'autres aspirations de l'autre. En tout cas, cette introduction, nous l'achevons pour amorcer un plan assez classique en 3 parties parce que il nous semblait intéressant de revenir sur ce qui caractérise les arts and crafts en 3 points de manière à pouvoir créer des liens avec ce qui fait de l'actualité des créateurs aujourd'hui. 3 points, on verra comment tout ça se relie avec notre actualité. Le premier point, c'est l'unité des arts. Hein. Le deuxième point, c'est la manière de s'accomplir au travail, la joie par le travail, en tout cas le plaisir de travailler ensemble. Et le troisième point, c'est la relation entre le global, ce qu'on pourrait appeler la mondialisation, et le local. Et c'est tout cela qui va faire la suite de notre intervention. L'unité des arts, c'est vraiment ce qui caractérise les arts and crafts, mais aussi certaines démarches encore aujourd'hui. Alors, cette unité des arts, elle prend ses sources dans la notion d'art total. Pardon encore de revenir sur des points d'histoire, mais comme le disait Fabien, ce 19e siècle est extrêmement riche et complexe, et il faut revenir sur un certain nombre de choses. Donc, cette notion d'art total, c'est là encore une histoire d'utopie. Elle apparaît aussi au 19e en Allemagne sous le nom de Gesamtkunstwerk, ça veut dire les arts ensemble, avec comme terrain d'exercice les opéras de Richard Wagner. Dans cette perspective, l'art total cristallise une sorte d'unisson des arts en associant le plus grand nombre possible de disciplines et de techniques artistiques différentes au sein d'une même œuvre. Donc on va retrouver ensemble le chant, la musique, la scénographie, les décors, les costumes, la peinture, la danse, etc. L'idée ici, c'est de délivrer un message à portée universelle et d'exprimer une sorte de fusion entre la vie et l'art. Alors au XXe siècle, ce concept d'art total a été transposé, entre autres, dans l'architecture, avec l'idée que la ville serait l'œuvre ultime, un peu comme l'opéra est le résultat de cette unisson des arts, et bien là, ce serait la ville. À l'intérieur de laquelle s'exprimeraient des multiples disciplines et des multiples techniques. On intègre au bâti des œuvres d'art, on travaille la décoration intérieure et on dessine les jardins, et le mobilier lui-même s'intègre dans toute cette démarche. Tous ces éléments, du mobilier au jardin en passant par le bâtiment, ont autant d'importance que le bâtiment lui-même. Alors, on revient à Maurice au 19e, la recherche pour lui et ses amis, la recherche de cette unité est essentielle. Les designers arts and crafts s'efforcent de créer des univers complets et cohérents. À l'inverse de ce que décrivait Fabien avec cette citation qui parlait, pardon Fabien,
et d'heures d'éclectisme. Voilà. Donc on est vraiment à l'opposé de ça. Il y a vraiment une recherche de cohérence. Ils ne sont pas à la recherche d'une somme, d'une addition d'éléments plus ou moins épars. C'est vraiment, ils veulent créer des univers complets, des ensembles. Donc cette quête de la cohérence marque la volonté de créer un art de vivre finalement, où chaque objet, chaque architecture, chaque motif entre en dialogue l'un avec l'autre, avec son propriétaire et avec la société tout entière. Bref, le cadre de vie doit faire sens. Et ça tombe bien, les arts and crafts, et bien nommé Art and Craft, résonnent évidemment avec cette question de l'unité des arts, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans un seul et même terme, eh bien, vous avez d'associer intimement les arts et les artisanats, tout cela au pluriel. Les Arts and Crafts s'appliquent donc à fédérer les différents arts pour servir un seul et même projet, et peut-être un des premiers, en tout cas, euh, un des exemples peut-être les plus connus, c'est la Red House de William Morris. Alors c'est une propriété qu'il achète avec sa femme, ils viennent de se marier, ils achètent cette propriété donc à l'extérieur de Londres. Et puisqu'ils ne sont pas satisfaits par le mobilier qu'ils vont trouver, ils vont faire appel à leurs amis pré-raphaélites, pour meubler cette maison construite par leur ami architecte Philip Webb. Et donc, on voit bien à travers ce cas, mais aussi à travers les différents chantiers des arts point la beauté, en tout cas la beauté telle qu'elle est défendue par William Morris et ses amis, la beauté doit se révéler aussi bien dans le bâti que dans le mobilier, et cela jusque dans le livre lui-même, hein. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que William Morris était également un poète, mais aussi un imprimeur. Il n'y a pas donc de style à proprement parler Arts and Crafts, hein, qui permettrait voilà, de l'identifier immédiatement, car il y a, je l'avais évoqué tout à l'heure, une très grande variété d'adaptations selon les pays où l'Arts and Crafts va s'adapter. Mais au tout début des Arts and Crafts en Angleterre, il y a vraiment cette fascination pour le gothique. Le gothique, le Moyen-Âge que j'évoquais tout à l'heure, c'est un rêve d'esthète, c'est-à-dire que la beauté est une évasion. C'est un rêve où s'entremêlent la nature, l'amour courtois et les épopées chevaleresques. Quand on pense aux épopées chevaleresques, hein, on pense à un Walter Scott, par exemple, hein, et le roman historique tel qu'on le connaît à l'époque du romantisme britannique. Évidemment, tout ça tranche, ce rêve d'esthète, cette beauté, cette évasion, ce rêve tranche avec les images que l'on a pu voir tout à l'heure, hein, de la ville industrielle. L'âge d'or, c'est donc le Moyen Âge, un Moyen Âge qui est extrêmement fantasmé à cette époque, hein, que l'on invente en réalité plus qu'on lui est réellement fidèle. Ce Moyen Âge, tel qu'il est imaginé, tel qu'il est fantasmé, tel qu'il est rêvé par les Arts and Crafts et William Morris, c'est un Moyen Âge où l'on travaillerait ensemble, sans hiérarchie, comme des moines. C'est un refuge idéalisé en opposition à l'âge industriel. On voit bien à quel point, voilà, il n'y a pas une très grande fidélité à ce qu'était réellement le Moyen Âge, hein. Viollet-le-Duc a beaucoup inventé sur les chantiers. Même quand il fait son livre consacré à la sorcière du Moyen-Âge, il invente des archives. On s'en rendra compte uniquement dans les années 1970 qu'il avait en réalité inventé les archives. On invente une période, on fantasme une période, on fantasme un refuge d'un âge moyen qui serait coincé entre l'Antiquité glorieuse et la Renaissance conquérante. C'est quelque chose qu'on va retrouver à travers les arts, à travers des peintres. En France avec les peintres troubadours, en Allemagne avec les peintres nazaréens, que l'on voit tout à gauche ici avec le portrait, et en Angleterre avec les peintres pré-raphaélites, hein, que l'on voit en bas de l'image, pré-raphaélites, c'est-à-dire avant Raphaël, hein, avant la Renaissance italienne. Quel est le rapport entre ce Gothic Revival, cette nostalgie pour le Moyen-Âge et l'œuvre d'art totale? Eh bien, on va aller puiser dans ce Moyen-Âge, dans ce fantasme de Moyen-Âge, une idée développée par Pugin, développée par Ruskin,
qui est que artistes et artisans, concepteurs et praticiens travaillent main dans la main. Ça, c'est une idée essentielle. Et deuxième idée essentielle, on va réunir le spirituel, cette moralité chrétienne, et le quotidien le plus prosaïque, entre guillemets. Et la figure qui émerge à ce moment-là, c'est vraiment le bâtisseur de cathédrale, le tailleur de pierre qui travaille sur le chantier pour élever une cathédrale, la cathédrale qui est une véritable œuvre d'art totale à elle seule. Cette transposition, elle se fera dans les différents chantiers des Arts and Crafts. Cependant, William Morris, qui correspond donc à cette deuxième génération, finalement, si l'on pense à cette première génération incarnée par un John Ruskin, Morris se distingue de John Ruskin, c'est-à-dire qu'il accepte le recours à la machine du moment qu'elle n'asservit pas l'homme, et dans sa référence au gothique, dans son recours à ce fantasme de Moyen-Âge, il se distingue là aussi de Ruskin, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à revenir, à rompre totalement avec son époque, pour revenir totalement à un modèle d'organisation d'une société médiévale. Il va en fait, William Morris, ajouter au combat de son maître, il va ajouter au principe de son maître l'amélioration de la qualité des produits manufacturés, et pour cela, il va repenser les conditions de travail elles-mêmes. Tout ceci va prendre une dimension collective du travail en associant les architectes, ce qu'on n'appelle pas encore les designers, et les artisans sous la forme des guildes médiévales, qui étaient ces sociétés d'entraide, ces sociétés solidaires qui permettaient de travailler ensemble et de mener des chantiers ensemble. Je passe ici quelques images, mais vous voyez bien à quel point le papier peint, les stucs, les tapisseries, les vitraux, le mobilier, tout cela rentre en cohérence, comme l'évoquait Chloé, dans un travail qui est avant tout collectif. Donc une très grande cohérence dans les différents chantiers qu'entreprennent les Arts and Crafts, et que l'on retrouve dans le catalogue proposé par la firme Morris Marshall Faulkner and Company, créée donc en 1861, je l'évoquais tout à l'heure, et qui sera reprise par William Morris en 1875 sous le terme de Morris and Company. Voilà, ça c'était vraiment à la fois, Chloé a dressé l'historique de ce principe d'unité des arts et d'œuvre d'art totale. J'ai évoqué là les différents chantiers des Arts and Crafts. Évidemment, tout cela a une influence considérable. C'est-à-dire que cette idée d'œuvre d'art totale et de cohérence ornementale, d'association entre les arts dits majeurs et les arts dits mineurs, tout cela emmené par une forme d'éthique, par une utopie commune, et bien tout cela qui se déroule dans le grand laboratoire du 19e siècle va être le leitmotiv d'une partie de la modernité. Une influence majeure sur l'Art nouveau, on a évoqué tout à l'heure Émile Gallé. L'Art nouveau est pris de nature et qui s'oppose à l'éclectisme historique de son époque, un art nouveau qui va associer la nature, mais qui va aussi prêter évidemment beaucoup d'attention au confort moderne. C'est quelque chose que l'on va retrouver dans la sécession viennoise, en Autriche, qui va s'opposer cette fois à ce qui est en train de devenir le Jugendstil, l'équivalent de l'Art nouveau version autrichienne, et qui va aller puiser du côté de Karl Rennie Mackintosh, cet architecte écossais qui se revendique architecte Arts and Crafts, qui va aller puiser un renouveau de son vocabulaire. Et puis c'est quelque chose qu'on va également retrouver, est-ce que j'ai une image? J'ai pas d'image. Que l'on va retrouver du côté américain avec Frank Lloyd Wright, et c'est Prairie Houses. Je vous laisse aller regarder du côté de toutes ces références. Fabien, ces trois exemples que tu donnes, l'Art nouveau, la sécession viennoise et puis ensuite le travail de Wright, on est bien sûr sur la toute fin du 19e siècle et sur le 20e siècle. L'Art nouveau, c'est le début, c'est la fin du 19e, début 20e.
même chose pour Sécession viennoise et puis le travail de Wright qui va être actif jusque à sa mort, en gros, dans les années 50, 1950. C'est facile pour retenir, l'art nouveau, on appelle ça au tout début le style 1900, ça vous situe les choses, on est vraiment dans ce basculement-là entre le 19e et le 20e siècle. Et ce qui m'intéressait ici avec ces différents exemples, que je vous laisse approfondir parce que nous n'avons pas le temps ici, c'est vraiment de voir à quel point il y a une influence et une continuité entre les arts and crafts et ces différents exemples qui sont des exemples majeurs pour l'histoire de l'architecture, de l'art et du design. L'unité des arts, elle va non seulement se retrouver dans des architectures, elle va se retrouver aussi du côté de l'objet. J'avais passé un tout petit peu vite tout à l'heure, mais voilà un autre des exemples qui se trouve dans la filiation des arts and crafts. C'est le cas d'une organisation qui se crée en 1907, le Werkbund allemand. Le Werkbund allemand qui souhaite lui aussi, sous l'influence des arts and crafts britanniques, améliorer les produits de l'industrie en faisant appel à l'art. Il y a une figure qui se détache, en tout cas auquel on a recours souvent pour décrire le Werkbund allemand. C'est Peter Behrens qui va travailler pour un équivalent de Engie, on dirait aujourd'hui, de EDF, qui est AEG en Allemagne, et qui va aussi bien réaliser l'architecture que le graphisme, que le design graphique des affiches de AEG, et qui va également s'intéresser dans ces principes évoqués par Werkbund allemand, aux objets eux-mêmes, qui sont une sorte d'hybridation entre une technologie industrielle d'un côté, on le voit ici avec cette bouilloire électrique, avec un appareillage industriel, et de l'autre, la dinanderie, de l'autre, donc un travail du laiton, un travail également de la vannerie, si vous regardez l'osier qui se trouve sur l'anse de cette bouilloire électrique. Et Peter Behrens et le Werkbund, évidemment, toujours dans cette filiation avec les arts and crafts, vont avoir à leur tour une influence sur le Bauhaus. Le Bauhaus, célèbre école créée en 1919 à Weimar, qui, dans le manifeste rédigé par Walter Gropius, eh bien, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez une cathédrale, dans cette gravure sur bois par Lionel Feininger, une cathédrale qui peut a priori surprendre. On est dans cette école du design industriel que vous connaissez peut-être. Ça pourrait paraître très anachronique d'avoir recours à une cathédrale gothique, et pourtant, la cathédrale qu'il s'agit d'élever, c'est la cathédrale de la société tout entière. Une cathédrale qui symbolise justement et qui illustre parfaitement le premier manifeste du Bauhaus, qui consiste à réunir artistes, artisans, designers, industriels et architectes. C'est quelque chose qui, dans son pendant américain, va également non pas sous la forme directement de la cathédrale, mais en tout cas toujours dans cette filiation avec les arts and crafts, c'est la Cranbrook Academy qui se trouve près de Detroit, une communauté arts and crafts fondée par l'architecte Eliel Saarinen, et qui va voir travailler architectes, artistes, artisans et designers tous ensemble. La photo est un tout petit peu petite, mais je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui se balade, mais en tout cas dans un coin de la photo en noir et blanc, vous voyez Charles Eames qui est en train de travailler et qui a été un des étudiants de la Cranbrook qui va être un laboratoire pour tout le design américain du XXe siècle. Alors, si on devait remonter cette filiation des arts and crafts jusqu'à nos jours, continuons et tirons ce fil, on pourrait aussi trouver Gio Ponti en Italie. Gio Ponti, c'est un architecte et designer hyper actif des années 1920 aux années 1970 et qui à lui seul exprime le célèbre "De la cuillère à la ville", qui raconte cette capacité du créateur, du designer architecte à travailler du plus petit objet jusqu'au plus grand en toute liberté et dans un
même élan. On est toujours dans ce même geste. Ponti va à lui seul finalement inventer le design italien de la modernité. Alors, on vous renvoie au catalogue de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs qui a eu lieu en 2019, mais on a une petite bibliographie à la fin de cette présentation. Toujours chez les architectes italiens, mais de manière beaucoup plus iconoclaste et plus tard que Ponti, on trouve aussi cette façon de penser globalement nos cadres de vie en établissant une cohérence entre le bâti et le mobilier. C'est le cas des designers qui se revendiquaient du mouvement des radicaux à la fin des années 1960. Et au-delà du fait qu'ils se sont attaqués à raison d'ailleurs à la notion de bon ou de mauvais goût, ces créateurs insistent eux aussi sur le désir d'une continuité esthétique, émotionnelle, intellectuelle entre l'extérieur, l'architecture, et l'intérieur, le mobilier, les objets, entre soi et le monde extérieur. Alors, cette horizontalité et cette mixité des profils caractérise également des personnages, des acteurs d'aujourd'hui que sont les makers. Certains d'entre vous, nombreux je pense, savent qui sont les makers, mais on va quand même le rappeler. La culture maker, ça vient de l'anglais celui qui fait. C'est une culture, on pourrait même parler d'une sous-culture ou d'une contre-culture contemporaine qui est dérivée, qui est une branche finalement du mouvement Do It Yourself, qu'on peut traduire en français par faites-le vous-même, et qui est tournée vers la technologie et la création en groupe, très basée sur le collectif. Donc on va retrouver les makers aussi bien dans les Fab Labs, que vous connaissez certainement, aussi bien dans les Fab Labs que dans tout ce qui relève de l'autoproduction chère aux designers contemporains ou à tous ceux qui justement font, fabriquent, pensent et produisent. Dernière chose à propos des makers, l'open source et le numérique leur permettent d'associer design, artisanat, ingénierie, nouvelles technologies et démarches durables. Donc on voit que les arts and crafts, William Morris, ses amis, ont aussi finalement infusé jusque dans cette branche très particulière finalement à laquelle qu'on voit émerger de plus en plus aujourd'hui, que sont les makers. C'est assez amusant d'ailleurs de se dire que les guildes médiévales fantasmées par Ruskin et Maurice, ces communautés extrêmement solidaires, et bien évidemment, tout d'un coup, résonnent dans les communautés des makers tels que les makers. vient de le décrire. Évidemment, c'est la même chose et c'est totalement différent puisque chaque époque, évidemment, a des enjeux différents et on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. En tout cas, si on continue à tirer ce fil, je poursuis cette métaphore, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, mais vous voyez à quel point les arts and crafts permettent des appropriations, en tout cas des résonances extrêmement différentes. J'ai passé un tout petit peu vite les images tout à l'heure, puisque le personnage qui se trouve ici n'est pas un maker, mais un grand décorateur et architecte d'intérieur. Il s'agit de Pierre Jovanović. On pourrait considérer, et c'est juste un exemple ici, mais on pourrait considérer que les grands décorateurs et les architectes d'intérieur d'aujourd'hui, eh bien, au fond, créent un univers cohérent, font appel à des artistes contemporains, font appel au travail de l'artisanat à travers le mobilier, mais également à travers, par exemple, des artistes artisans. C'est le cas d'Armelle Benoît, cette céramiste qui travaille notamment donc, pour Pierre Jovanović. Il y a là, un rêve d'esthétique. Alors, pardon Fabien, ces grands décorateurs, on les appelait dans l'entre-deux-guerres les grands ensembliers. Donc, on parle bien d'univers complets sur lesquels ils basaient leur travail. Grand ensemble cohérent. Et un Pierre Jovanović admet tout à fait sa filiation avec un Jean-Michel Franck, par exemple, et cette manière d'avoir recours à des artistes, à des artisans, pour du plafond, du mur jusqu'au mobilier, en passant par le plus petit des détails, et bien de créer un rêve d'esthète, de créer une cohérence d'ensemble.
Alors, ça peut être surprenant comme parallèle, mais cette cohérence et cet univers d'ensemble, eh bien, on le retrouve aussi chez Ikea, étonnamment, de manière beaucoup plus accessible, à travers des mises en scène qui vont aller puiser du côté de la culture scandinave. On a là une très grande force de frappe voilà, d'une entreprise comme Ikea qui permet de faire travailler industrie, designer et artisanat, mais cette fois pour eh bien, une production beaucoup plus démocratique. Chloé évoquait tout à l'heure les designers contemporains qui se réapproprient la production. On pourrait citer deux designers makers. C'est le cas de Joris Larman aux Pays-Bas qui va aussi bien développer son univers organique, son vocabulaire organique à travers du mobilier par exemple, en ayant recours à l'impression 3D, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi retrouver chez lui à une autre échelle et cette fois à travers un pont réalisé enfin, grâce à des robots et des bras robotisés qui permettent donc la construction, la réalisation de ce pont. C'est quelque chose qu'on va retrouver également du côté d'un trio, d'un collectif de Makers Van qui va là aussi avoir recours aux nouvelles technologies pour du mobilier d'un côté, mais également pour penser des grillages qui reprennent le vocabulaire de la dentelle. Et donc on voit bien à quel point il y a cette volonté de s'adapter à des échelles multiples, mais là aussi pour une cohérence d'ensemble. C'était le premier point que l'on souhaitait développer sur les arts and crafts. Le deuxième, la question de s'accomplir au travail, c'est toute l'importance accordée par les arts and crafts à celui qui fait, c'est-à-dire aussi bien à l'auteur que aux praticiens. Et ça, c'est le deuxième point que l'on souhaite aborder désormais. On va commencer par définir ce que c'est que de s'accomplir au travail. Et c'est une question cruciale et c'est une question vraiment d'actualité. Alors, si cette question est cruciale, c'est que toute une tradition philosophique l'identifie à l'aliénation. Le travail, selon cette tradition philosophique, serait justement ce qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes, que nous sommes esclaves de celui qui possède notre force de travail, en l'occurrence l'actionnaire ou l'industriel qui possède, qui est le propriétaire du capital. Dans la tradition marxiste du 19e siècle, le fruit de notre travail nous est confisqué par le capitaliste propriétaire des moyens de production. Alors, par ailleurs, un certain nombre de métiers étaient, dès l'époque de Maurice, jugés totalement abrutissants par la répétition et le morcellement des tâches qu'ils impliquaient et qui faisaient que le travailleur ne savait même plus dans quel but il agissait ni ce qu'il fabriquait. Alors là, Fabien nous le commentera. Vous voyez des images des temps modernes, ce merveilleux film de Chaplin qui justement décrit un homme qui s'abrutit et qui devient complètement aliéné et fou sur sa ligne comment dire, sur son poste de travail à la chaîne, sur sa chaîne de travail. Voilà. À toi, Fabien. À moi, pardon. J'étais sur une autre chaîne de pensée cette fois. La division du travail, effectivement, c'est quelque chose auquel assiste Maurice, et c'est quelque chose qui, dans le film de Chaplin, est évidemment poussé à son paroxysme avec tout le principe de l'usine Ford, du Fordisme, qui va émietter le travail, des tâches répétitives qui ne nécessitent pas un travail qui nécessite en particulier mais qui simplement eh bien, transforme les hommes en véritables machines. Hein. Et donc, le travail de l'artisan, Chloé y faisait allusion tout à l'heure avec les grandes migrations vers les villes industrielles. Le travail de l'artisan, il est totalement dévalué, évidemment, et les arts and crafts vont souhaiter prendre le contre-pied de ce phénomène en encourageant justement le modèle artisanal, en encourageant le geste individuel, en encourageant l'individualisme d'une certaine manière dans cet univers collectif à travers le faire. Et c'est quelque chose qui va s'incarner dans notamment la fabrique de papier peint de la firme
dirigé par Maurice, qui s'installe donc hors de la ville dans un moulin à papier où évidemment la cadence n'a rien à voir avec la cadence industrielle. Il s'agit donc de produits faits à la main versus l'uniformité, pardon, pas l'université, l'uniformité mécanique. Et c'est également une manière d'avoir recours à des matériaux dits nobles. On retrouve du côté de l'architecture une application de ces métiers qui tranche évidemment avec une forme d'industrialisation de l'architecture. Le problème, que ce soit du côté de la fabrication, ici des papiers peints, on pourrait parler d'autres objets faits à la main, ou de l'architecture, c'est que avoir recours à des artisans très qualifiés, avoir recours à des conditions de travail exemplaires, avoir recours à des matériaux précieux, et bien tout cela a un coût qui évidemment n'est pas qui ne concurrence pas en tout cas l'industrie. D'où la limite finalement, d'où l'écueil d'une certaine manière de ce type d'entreprise et d'utopie. La réalisation de ces grandes utopies, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans l'architecture avec ce qu'on a appelé le Bungalow Movement et les frères Green, entre 1900 et 1925 aux États-Unis. C'est quelque chose qui va continuer à se développer. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver également du côté du principe de l'autoconstruction, c'est-à-dire de cette manière de se réapproprier en tant qu'habitant, en tant que citoyen, de se réapproprier l'architecture. C'est quelque chose que l'on connaît à travers un groupe, un phénomène que l'on appelle les castors en France, et vous avez un équivalent dans les années 70 avec une communauté anarchiste en banlieue de Londres qui va faire appel à un architecte allemand, Walter Segal, pour tout d'un coup ne pas faire appel à des promoteurs immobiliers, mais bien à un faire soi-même, un do-it-yourself, et là en l'occurrence à faire soi-même sa maison et à créer soi-même son cadre de vie. Là où les grands ensembles, là où la modernité architecturale avait plus que tendance à imposer un cadre de vie, à une manière de vivre. Alors, si on devait tirer de nouveau un fil du côté de l'actualité, la question de l'accomplissement de soi, de la joie au travail, de l'accomplissement individuel à travers l'artisanat, c'est quelque chose qui aujourd'hui est cultivé, est encouragé par les métiers d'art en France à travers le phénomène de la reconversion. Tout d'un coup, je n'ai pas un emploi, j'ai un métier. Et tout d'un coup, tout cela fait sens. Ce serait peut-être aller un peu vite en besogne parce que tout cela ne se fait pas sans limite. Être satisfait de son travail ne rémunère pas nécessairement. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, plus que jamais. Et cette joie au travail, on évoquait tout à l'heure les makers, elle résonne de nouveau avec les arts and crafts, c'est-à-dire à travers un fort sentiment anticapitaliste qui caractérise les makers. C'est ce qui en fait d'ailleurs leur charme, ce qui en fait aussi leur limite parfois, parce que au fond, à travers ces Fab Labs ou ces makerspace, il se produit très peu de choses et donc le modèle économique évidemment est plus ou moins absent. Un bémol parce que dans cette illustration vous voyez les ateliers Luma, là on a un véritable modèle, sinon économique, en tout cas on a un véritable laboratoire de recherche qui a aussi toute sa pertinence. Je vous laisse aller regarder du côté des ateliers Luma qui se trouvent dans la région d'Arles. Une chose est sûre, c'est que William Morris, que ce soit pour ses makers, que ce soit pour ses architectes d'intérieur, que ce soit pour ses designers, il fait figure de véritables héros. Pourquoi? Parce que il impose, il marque l'histoire du design dans la mesure où il associe l'engagement politique, social, une intransigeance vis-à-vis de sa production et une forme de liberté. Il y associe également la figure de l'entrepreneur. Et c'est ça qui forge le design contemporain et c'est la raison pour laquelle William Morris est toujours si important. On arrive au troisième point,
qui caractérise les arts and crafts, qui est cette tension permanente entre la mondialisation, entre des enjeux globaux et une production locale. C'est quelque chose qui se ressent évidemment aujourd'hui. On verra pourquoi, même si c'est peut-être une évidence déjà pour vous, mais c'est quelque chose qui se ressentait également au XIXe siècle. Alors, l'héritage de Maurice aujourd'hui se place sur le terrain des questions liées à la mondialisation, aux tensions, comme l'a dit Fabien, entre le local et le global, à l'émergence des identités et des nationalismes. Alors, pourquoi le retour de ces questions et l'actualité de la pensée des arts and crafts? Et quel rapport avec le design et l'architecture, finalement? Nationalisme, local, global, identité, pourquoi? Alors, la notion philosophique et politique de nationalisme naît au XIXe siècle. Donc, on le voit, c'est un siècle quand même extrêmement, on l'a déjà dit, mais où naissent énormément des choses qui sont encore très vives aujourd'hui. Donc, ce nationalisme, ce sentiment nationaliste naît au XIXe siècle et avec lui, le sentiment national, justement, qui puise ses sources dans la redécouverte du passé. Ainsi, le mouvement romantique naissant, toujours au XIXe siècle, se caractérise par la volonté de rechercher les racines profondes, spirituelles, intellectuelles des peuples. Alors, on peut aussi dire qu'avec les guerres napoléoniennes est née l'idée de nation. Hein, le XIXe siècle, c'est un siècle où l'impérialisme a été incroyablement présent et où la colonisation à tout crin a été la règle pour les pays européens. Et cette prise de conscience des identités, à ce moment-là, au cœur du 19e, répond à une forme de standardisation culturelle, parce que c'est le cas, par exemple, pour les langues, les religions, les traditions populaires, les récits nationaux. C'est vraiment à ce moment-là que les histoires locales, entre guillemets, une histoire de France s'écrit, émerge réellement. C'est à ce moment-là que les langues commencent à s'unifier et où on va distinguer une langue officielle de ses patois et langues vernaculaires, etc. Alors plus tard, au XXe siècle, les architectes et les designers, qui sont les représentants internationaux brutalisme de l'après 1945, alors vous allez nous dire qu'on fait vraiment des très grands écarts, ils verront dans l'artisanat justement cette résurgence nationaliste. Et d'ailleurs, ils nommeront l'artisanat avec beaucoup de condescendance le petit régionalisme. C'est-à-dire que les tenants du style international et du brutalisme, qui sont des mouvements dans l'architecture au milieu du XXe siècle, vont vraiment rejeter l'artisanat parce que l'artisanat va représenter toutes les régressions possibles et imaginables liées au nationalisme né au XIXe siècle. Selon eux, selon ces architectes, ce repli sur les traditions nationales serait le grand responsable des désastres des deux guerres mondiales. Il faut donc combattre cette maladie finalement. Et la société moderne doit libérer, je parle à leur place, les classes populaires en éliminant le travail manuel. Donc là, on est vraiment à contre-pied du mouvement Arts and Crafts. Un urbanisme et une architecture rationnelle doivent pouvoir répondre aux besoins d'une société moderne et libérée des carcans identitaires. Donc on voit bien ici ce rejet de William Morris et du mouvement Arts and Crafts par cette pensée du XXe siècle. Et ce n'est qu'à partir du XXIe siècle, finalement, je dirais à partir des années 2010, 2005-2010, que l'artisanat, ses valeurs, son esthétique, ses qualités écologiques, son empathie finalement, sa force, reviennent et qu'on peut à nouveau en relire les principes et s'en inspirer. C'est-à-dire que
tout mouvement, toute pensée connaît des passages à vide parfois, et puis peuvent être relus très longtemps après parce que les circonstances, tout d'un coup, révèlent quelque chose qui est à nouveau lisible. Une éclipse et un rééclairage systématique qui peut s'accompagner de malentendus, qui peut s'accompagner de beaucoup de naïveté, mais aussi le plus souvent d'une certaine pertinence, puisque effectivement les enjeux ont changé, mais peuvent parfois se ressembler. Il n'y a pas donc plus nationaliste que le 19e siècle, hein, qui connaît un très fort sentiment d'attachement au sol. Chloé vient de l'évoquer. Un sentiment qui répond à cette mondialisation, une mondialisation qui en réalité très clairement, à travers le Crystal Palace que l'on montrait au tout début, c'est une véritable guerre commerciale que se livrent les nations entre elles. Et c'est une guerre commerciale qui est dommageable, y compris pour les artisans et les ouvriers occidentaux, puisque la mondialisation elle est déjà à l'œuvre, y compris dans des usines dans les colonies, qui donc vont également avoir une conséquence sur l'économie occidentale elle-même. Les arts and crafts, la manière dont ils vont se positionner par rapport à ce phénomène, se fera une fois de plus à travers l'architecture. Hein, on avait précisé que c'est un mouvement qui est essentiellement architectural, à travers des édifices qui vont puiser dans les matériaux locaux, qui vont puiser dans les savoir-faire locaux, tout ce que l'on appelle les traditions vernaculaires, hein, qui sont vraiment propres à un paysage, à des savoir-faire et donc à un terrain donné. C'est quelque chose qu'on va retrouver avec les Prairie House que j'évoquais tout à l'heure avec Frank Lloyd Wright. C'est quelque chose qui, sans avoir recours à la fameuse cathédrale, on le voit bien ici, hein, va permettre de créer un style local pour la jeune nation américaine, qui n'a pas évidemment de passé médiéval. C'est quelque chose qu'on va retrouver également du côté du Japon, avec ce recours chez Sotsu Yanagi, à travers le mouvement Minge, un recours aux arts populaires au moment où le Japon se modernise à l'extrême. On voit bien cette filiation-là avec les arts and crafts du côté de Frank Lloyd Wright aux États-Unis, mais aussi donc, de l'anglomanie, de ce goût pour l'Angleterre et les arts and crafts, y compris jusqu'au Japon, à quel point il n'y a pas une nécessité à les puiser dans un vocabulaire spectaculaire, quelque chose d'extrêmement, un passé glorieux, mais que la modestie des objets, la modestie des savoir-faire locaux peut participer à un vaste mouvement tout aussi pertinent et moderne. On a aujourd'hui, si on devait prendre un seul exemple et renouer tout cela avec l'actualité, ça a été un petit peu le rythme systématique de notre réflexion à travers la figure de William Morris. Aujourd'hui, ces principes de valorisation du savoir-faire vernaculaire, de cette question, de comment résoudre cette question des tensions entre le global et le local, eh bien, résonne à travers, évidemment, la crise environnementale que nous connaissons, à travers la perte de savoir-faire, à travers la spéculation immobilière qui, c'est le cas ici avec ces images, en Chine, une spéculation immobilière qui conduit à raser, à effacer une partie de ce qui faisait le vocabulaire architectural de la Chine. Des architectes comme Wang Shu et Lu Wenyu à travers le studio Amateur, d'ailleurs c'est assez intéressant hein, d'avoir choisi ce nom pour un studio d'architecture, je passe là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais en tout cas, ce studio d'architecture va reprendre des techniques propres au monde paysan de la Chine ancienne, c'est-à-dire la technique du wapan qui consiste, après le passage d'un typhon,
à récupérer les matériaux qui ont été mis au sol, hein, c'est-à-dire les briques, les tuiles, et j'en passe, pour reconstruire des murs. Eh bien, Wang Shu et Lu Wenyu vont utiliser cette technique d'assemblage de pierres sèches, non pas pour refaire de l'architecture paysanne, mais pour réinscrire le vernaculaire dans l'architecture contemporaine de la Chine, donc d'aujourd'hui. Euh, si on devait, toujours dans cette question entre les tensions globales, cette tension pardon, entre le global et le local, entre les savoir-faire locaux et des enjeux beaucoup plus vastes, plus près de vous, on peut citer toute l'aventure de Jean-Louis Razzoki ou de Samuel Akoseberi à travers des entreprises comme Alki, comme Maison Bosque, comme Retegui au Pays Basque, qui qui vont réactiver des savoir-faire locaux, patrimoine propre au Pays Basque, en revisitant tout un vocabulaire aussi bien esthétique que technique. Ils nous racontent une histoire qui n'intéresse pas que le Pays Basque parce qu'il a la capacité, ils ont la capacité d'exporter ce mobilier au-delà du Pays Basque. Et on voit bien à quel point le designer tel qu'il a été imaginé par un William Morris et tel qu'il se pratique aujourd'hui par Jean-Louis Razzoki ou Samuel Akoseberi, on voit bien à quel point le designer crée un pont entre le vernaculaire, hein, le particularisme culturel, et un marché mondial qui va être réceptif au vocabulaire contemporain qu'il développe. On en arrive après cet exposé extrêmement dense, un petit peu essoufflé, à notre conclusion, et je laisse la parole à Thierry. Alors, on a tenté avec ce travail qu'on vous a présenté de résumer les efforts incessants et souvent infructueux, on l'a vu, de William Morris et de ses contemporains dans leur lutte pour imaginer et mettre en place des meilleures conditions de vie et de travail pour les travailleurs du 19e siècle. Et on constate que leurs idéaux et leurs efforts constants n'auront pas suffi finalement à modifier le cours des choses, hélas. Les conséquences de la révolution industrielle sur la vie des ouvriers, de leur communauté et sur leur qualité de vie ont été très importantes et parfois néfastes. Toutefois, les idéalistes du mouvement Arts and Crafts nous laissent en héritage des modèles de pensée sur l'architecture, sur le design et l'artisanat. 50 ans après du mouvement, au milieu du 19e, nous sommes moins naïfs finalement sur l'impact de la production industrielle en constatant les dégâts environnementaux et humains qu'elle peut avoir. Par ailleurs, on est aussi de plus en plus nombreux à nous tourner vers des produits issus de l'artisanat versus ceux qui sont fabriqués industriellement, dans la mesure où ils portent la marque du geste de celui ou de celle qui les a réalisés. On est porté vers ce type d'objet parce qu'on est touché par l'histoire que l'objet raconte, par les savoir-faire qui l'ont fait naître et par son inscription finalement locale. Là où le designer emmène cette inscription locale sur un plan plus international, comme Fabien nous l'a expliqué. Et tout cela rappelle évidemment toujours et encore l'engagement et la philosophie de William Morris. Alors, on est des enfants gâtés et on voudrait prendre le meilleur des deux mondes. On voudrait des beaux objets uniques au prix d'IKEA. On voudrait la ville à la campagne. On voudrait du local par ringard. Et puis, on voudrait consommer éthiquement sans modifier en rien nos habitudes. Et ces contradictions qu'on a tous émaillent notre quotidien, mais ne semblent peut-être plus si insurmontables. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a une chose qui est très importante dans nos vies, ce sont les nouvelles technologies et la prise de conscience environnementale, le principe de relocalisation. Tout cela laisse entrevoir une possible mise en pratique, finalement, des outils qui permettent de mettre en pratique ce que défendait William Morris et dont on assiste à un renouveau de la pensée en lien avec cette idée du développement durable.
Si nous sommes à la fin de cet exposé un tout petit peu essoufflés et que vous avez peut-être mal au poignet en prenant des notes, c'est parce que raconter l'histoire des arts and crafts, raconter William Morris, c'est raconter non seulement l'histoire du design, de l'architecture, mais aussi de tout ce qui conditionne effectivement, comme Chloé vient de l'évoquer, euh, ce qui fait notre époque et ses contradictions. Pour beaucoup de designers, donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses à raconter, d'où cet exposé extrêmement dense. Pour beaucoup de designers, l'histoire de leur discipline, elle a un héros, William Morris. Euh, c'est à la fois juste, mais pas complètement. Pourquoi? Parce qu'il faut replacer William Morris dans son époque. Le terrain a été préparé avant lui par les marchands merciers, hein, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des éditeurs, des galeristes de design qui réunissent justement concepteurs et praticiens. Le terrain a été praticié par différents mouvements, l'Aesthetic Movement, par les Garden City Movement, etc. Il a été également marqué par le fait que les utopies politiques, sociales et architecturales avaient déjà été élaborées au XVIIIe siècle, mais vont trouver un écho dans l'industrialisation sauvage du XIXe siècle, avec l'émergence de cette classe ouvrière. Et c'est là que William Morris justement intervient pour essayer de concilier ces utopies déjà élaborées précédemment et la société dans laquelle il se trouve. Et puis, troisième point, il y a d'autres personnes qui, à la même époque, il y a d'autres contemporains de Maurice qui convergent dans le même sens, qui ont eu un rôle essentiel pour l'histoire du design. On pense ici à Henry Cole, mais aussi à Christopher Dresser, un designer, Christopher Dresser, dont on voit ici une image. Ces personnages ont participé, comme Ruskin, comme Maurice, à une réforme, mais en ne se marginalisant pas face à l'industrie, mais en se positionnant à l'intérieur même de l'industrie, c'est-à-dire que c'est depuis l'intérieur que la réforme doit se mettre en place pour, une fois de plus, améliorer la production. Ce qu'il faut retenir, l'idée forte de Maurice, c'est que la production de biens matériels, eh bien, c'est un domaine à partir duquel les rapports entre les individus peuvent être repensés. Cette idée va être un véritable départ de feu, un feu de brousse qui va embraser toute l'histoire du design, de l'architecture, de l'artisanat, de l'art, et ce jusqu'à aujourd'hui, hein, plus de 150 ans plus tard, 160 ans plus tard presque. 170 ans, oui, c'est ça. Voilà, voilà. Et en tout cas, très loin de cette société victorienne, eh bien, nous en connaissons encore plus que l'écho. Euh, cette idée de William Morris, elle va être envisagée tantôt du côté d'une démarche utopique, tantôt du côté d'une démarche extrêmement pragmatique. Il a donc fait du design une discipline qui s'inscrit de plein pied dans le politique, c'est-à-dire qu'à travers sa pratique, le designer, eh bien, il répond aux enjeux sociétaux. Maurice a une certaine conception donc, politique de la mission du designer, une idée forte et extrêmement contagieuse, hein, je parlais de feu de brousse, d'embrasement, une idée très ambitieuse, très avant-gardiste. Penser l'objet, c'est penser le monde. Ça paraît très simple dit comme ça, c'est évidemment extrêmement compliqué à mettre en œuvre et à décrire. Notre exposé en est peut-être la preuve. En tout cas, pour rejoindre cette idée de rébellion, de rebelle avec une cause. Il y a toujours et encore aujourd'hui de bonnes raisons de se rebeller. Euh, il y a la catastrophe environnementale actuelle, omniprésente. Il y a la question de l'obsolescence programmée que l'on connaît à travers les technologies de pointe, mais également à travers l'industrie textile. Il y a la misère des producteurs devenus invisibles, puisque loin de nous, la fameuse délocalisation, ils sont loin de nous, ils sont à l'étranger.
l'exclusion sexiste et raciste, hein, c'est-à-dire toute cette discrimination que l'on connaît dans la société, dans le monde de l'entreprise. Il y a la question des politiques urbaines et beaucoup d'autres raisons qui évidemment comment dire, portent de possibles rébellions. Et contre toute attente, la philosophie du bonheur, aussi naïve, fantasque ou anachronique qu'elle soit sous la forme de William Morris, eh bien cette philosophie du bonheur, elle demeure d'actualité en laissant un vaste champ de possibles pour ceux qui souhaitent relever le défi. Et nous nous quittons sur une bibliographie qui vous permettra d'approfondir toutes ces questions-là, notamment à travers les textes de John Ruskin. Il y a de richesse que la vie, ou encore les 7 lampes de l'architecture. Un tout petit livre de William Morris, L'art et l'artisanat, un tout petit livre qui doit se lire à peu près en 2-3 heures. Un ouvrage d'une exposition que j'avais eu la chance de voir au V&A à Londres il y a quelques années, qui exposait la manière dont les arts and crafts se sont exportés à l'étranger. Un ouvrage, cette fois en français, chez Thames & Hudson, le mouvement Arts and Crafts, l'exposition de Gio-Ponti, auquel Chloé faisait allusion tout à l'heure. L'histoire du monde au XIXe siècle, un livre absolument passionnant pour nous replacer dans ce contexte et la complexité de cette période. Notre livre, notre anthologie, et puis le livre de Laurent consacré à ces rapports entre artistes et artisans de l'Antiquité à nos jours. Et nous nous quittons cette fois, avant vos questions nombreuses, sur cette citation de John Ruskin. L'art prend tout son sens quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est le moment de prendre de l'eau et Merci. de relâcher son crayon et de poser des questions peut-être, hein, ou pas, si nous n'avons plus le temps. Ou pas. Peut-être je dis juste un mot. Merci beaucoup. C'est connaissant un peu mes étudiantes et mes étudiants, je sais à quel point c'est hyper riche pour eux parce qu'en fait une des tensions, une des choses que j'essaie de faire comprendre, qu'on essaie de faire comprendre en école d'art et aussi en école de design, c'est comment comment l'art du passé, on va dire en quelque sorte, continue à nous parler et dans quelle mesure c'est des choses avec lesquelles on est en dialogue. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour nos élèves de voir justement comment William Morris, le Art and Crafts eux-mêmes piochent dans le Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge qui est idéalisé. Et donc dans le XXe siècle, on a une partie de designers qui regardent Art and Crafts, mais qui vont tirer du côté plutôt de l'éthique, plutôt du côté plastique, etc., enfin, du rapport au monde, etc., etc. Donc, voilà, j'espère que mes étudiants et mes étudiantes que je vois pas, mais donc j'entends parfois les fragments de souffle, on saisit aussi voilà, ces strates temporelles, etc., etc., qui se rencontrent. Et j'espère que vous avez effectivement des questions ou des remarques. Voilà. Donc oui, en effet, c'était déjà merci. Hein. Je le dis encore une fois à Fabien et Chloé parce que c'était très dense et de pouvoir aussi raccourcir et être voilà, d'interpeller, aussi de nous donner de la matière à penser et au moins que les étudiants puissent repartir avec ces éléments assez qui touchent à différentes pratiques, différentes réflexions, et effectivement que au moins ça questionne, ça soulève des réflexions. C'était aussi l'objectif de cette conférence, de pouvoir voilà, susciter des réactions, qu'elles soient instantanées ou a posteriori, mais en tout cas qu'on puisse avoir voilà, de la belle matière à penser. Et vraiment merci pour ce travail parce que c'était un challenge de condenser tous ces éléments. Merci. Merci à vous.